C'est assez paradoxal, mais les applications qui nous volent le plus de temps aujourd'hui, à la base, elles faisaient presque toutes complètement autre chose. Ouais, c'est fou quand on regarde leur histoire. C'est jamais linéaire. Dans notre plongée d'aujourd'hui, on continue notre exploration de ces documents et essais rédigés par d'anciens concepteurs de la Silicon Valley. Et l'objectif, il est hyper clair, extraire la méthode pour arrêter de subir son emploi du temps. Exactement. Parce que jusqu'ici, dans nos discussions, on a beaucoup parlé de la théorie, tu vois. On a appris à, disons, accorder notre instrument. C'est ça. On a tendu les cordes en choisissant nos priorités, on a un peu filtré le bruit ambiant et on a géré notre énergie. Sauf que, un instrument parfaitement accordé qui reste dans son étui, ça fait pas de musique. C'est joliment dit. Et c'est exactement le cœur du problème. Le danger de cette phase de préparation, c'est l'illusion d'accomplissement. On se sent productif parce qu'on planifie, on optimise. Mais organiser sa vie, c'est pas vivre sa vie, quoi. Voilà. Et les auteurs soulignent que ce passage à l'action se heurte toujours au mythe du moment parfait. On adore se convaincre qu'il faut attendre le bon moment pour se lancer. Mais la vraie transformation, elle s'ancre dans le chaos d'aujourd'hui. Et justement, pour illustrer cette capacité à s'adapter en temps réel, les textes utilisent un terme technique super intéressant, le pivot. Ah oui, le fameux pivot. En entreprise, c'est une manœuvre de survie. C'est quand une start-up réalise que son produit principal fait un flop, mais qu'une toute petite fonctionnalité secondaire cartonne. Comme l'application Tote, par exemple. Au début, c'était conçu comme un catalogue ultra complexe pour acheter des vêtements sur téléphone. Sauf que les données montraient une anomalie. Personne n'achetait rien. Les gens faisaient juste épingler des photos dans des collections virtuelles. Du coup, au lieu de s'obstiner, ils ont pivoté. Ils ont viré le côté magasin pour ne garder que le tableau d'affichage. Et Tote est devenu Pinterest. C'est ça. L'histoire regorge de trucs comme ça. Odeo, c'est pareil. C'était une plateforme de podcast qui coulait. Les ingénieurs avaient bricolé un petit outil interne pour s'envoyer des SMS, et bam, ils ont tout misé dessus. C'est devenu Twitter. Il y a aussi le tas de Bourbon, une espèce d'usine à gaz pour réserver des restos. Les gens ignoraient tout ça et utilisaient juste un petit outil annexe pour mettre des filtres vintage sur leurs photos. Et c'est devenu Instagram. La force du pivot, c'est vraiment ça. C'est pas un échec. C'est d'avoir l'humilité d'observer ce qui marche vraiment et de réorienter toute son énergie dessus. Mais là où ça devient brillant dans nos sources, c'est qu'ils appliquent cette mécanique d'entreprise à nous, à l'individu. En gros, quand on réduit le bruit numérique, on crée un espace de silence. Oui, et dans ce vide, on commence à observer nos propres données d'utilisation, en quelque sorte. On remarque vers quoi notre esprit dérive naturellement quand on n'est plus bombardé de notifications. C'est là qu'intervient le fameux pivot personnel. Exactement. Sans distraction, les petits signaux de notre curiosité deviennent audibles. On se rend compte que toute cette énergie perdue sur les écrans ou dans des réunions, elle pourrait financer une toute autre trajectoire. Terrifiant. Genre tout plaquer et partir élever des chèvres, tu vois, un genre... Oh, la peur classique, hein? Mais pas du tout. Le pivot, c'est pas une fuite en avant. Prends Jack Knapp, l'un des auteurs. Son pivot à lui n'a pas du tout consisté à démissionner de chez Google avec perte et fracas. Il a juste restructuré ses soirées, c'est ça? C'est exactement ça. Il a fait un pivot micro-temporel. Au lieu de regarder la télé, il a utilisé cet espace pour écrire son livre et être vraiment avec ses enfants. Il a juste réorienté son attention. L'exemple est cool, mais ça reste très productivité, écrire un bouquin. Moi, j'ai adoré l'approche de l'autre auteur, John Zeratsky. Elle casse totalement les codes de la Silicon Valley. Ah oui, lui, il a utilisé ce temps retrouvé pour apprendre la voile. Voilà. Pas pour optimiser son CV ou monter une énième boîte, juste pour faire du bateau. Ça met en lumière un point crucial, la motivation intrinsèque. Dans un monde ultra compétitif, on court toujours après le salaire ou le statut. Zeratsky, lui, retourne au plaisir pur de l'apprentissage. C'est retrouver une souveraineté sur son attention pour faire un truc qui a du sens, même si ça rapporte pas un centime. Et ça me fait penser à cette citation de Howard Sherman dans les textes, Laquelle? celle sur le fait de se sentir vivant. Oui, celle-là. Ne te demande pas ce dont le monde a besoin, demande-toi ce qui te rend vivant et fais-le. Parce que ce dont le monde a besoin, c'est de gens vivants. C'est hyper profond. C'est magnifique et c'est une critique cinglante de notre gestion du temps. Ça tape direct sur ce qu'on appelle la psychopathologie de l'attente ou le syndrome de la vie différée. Que la situation se stabilise. C'est ça. On conditionne notre épanouissement à un futur fantasmé où il n'y aurait plus aucune friction. Sauf que c'est une illusion totale.
Il y a une analogie dans les textes que je trouve géniale. Attendre ce moment idéal, c'est comme s'asseoir dans sa voiture, moteur allumé, et refuser de démarrer tant qu'on n'est pas certain que tous les feux de la ville sont verts. C'est la paralysie par l'analyse perfecte. Le cerveau déteste l'incertitude, du coup il fabrique ses excuses pour justifier l'inaction. On dit pas « j'ai peur », on dit « j'attends le bon trimestre ». Sauf qu'en attendant que tous les feux soient verts, on reste planté dans son allée. Et le pire, c'est que ça ignore un truc fondamental. Dans 5 ans, on n'aura plus du tout les mêmes envies ni la même énergie. Le seul moment où on peut vraiment agir, c'est aujourd'hui. Bon, du coup, quittons un peu la théorie. Si on arrête d'attendre ces fameux feux verts, on fait quoi concrètement demain matin? Parce qu'on a vu plein de tactiques, ça peut vite devenir écrasant. Pour pas se noyer, il faut chercher la dose minimale efficace. Et ça tient en 4 étapes pour créer une vraie boucle comportementale de base. La première chose, au réveil, c'est de définir son point d'ancrage. Le highlight, le point culminant de la journée. Oui, une seule activité, peu importe sa durée, qui doit absolument exister. Et le secret, c'est de l'inscrire physiquement dans son agenda, avec des horaires précis. Parce qu'une intention vague du style Je ferai ça ce soir », ça s'évapore à la première fatigue. Alors qu'un bloc dans l'agenda, c'est un peu un contrat avec soi-même. Mais bon, ça reste fragile si le téléphone se met à vibrer. C'est pour ça qu'il y a la deuxième étape, bloquer la kryptonite distractive. Les concepteurs savent très bien que notre volonté est nulle face aux notifications. Faut carrément utiliser le design de notre environnement, quoi. Débrancher le routeur, mettre le téléphone dans un tiroir. Exactement, il faut augmenter la friction au maximum. Si c'est plus compliqué d'aller sur les réseaux sociaux que de faire sa tâche, on reste concentré. C'est la loi du moindre effort. D'accord, mais même avec un téléphone verrouillé, arrivé à 15 heures, le cerveau fatigue. Et là, le réflexe classique, c'est de s'envoyer un litre de café. Et c'est la pire idée. La troisième étape, c'est de quitter son bureau et d'aller battre le pavé, sortir, marcher. Le cerveau humain n'est pas fait pour fixer un écran 8 heures de suite. Juste marcher, ça suffit à relancer la machine? Ah oui, complètement. L'oxygénation aide, bien sûr, mais le mouvement active ce qu'on appelle le mode par défaut du cerveau. C'est là que l'esprit vagabonde et trouve souvent les meilleures solutions. C'est un vrai redémarrage du système. Donc on a bloqué le point culminant, maîtrisé l'environnement et relancé l'énergie en marchant. Et la quatrième étape, le soir, C'est la phase de réflexion. Le piège, c'est de s'endormir en culpabilisant sur tout ce qu'on n'a pas fait. Au lieu de ça, on traite la journée comme une expérience scientifique. on note juste ce qui a marché ou pas, sans se juger. Voilà. Est-ce que mon objectif était trop gros? Est-ce que ma barrière anti-notification a craqué? On ajuste les paramètres pour le lendemain. C'est ça qui crée la neuroplasticité et les bonnes habitudes. C'est fou, parce que ces 4 petites actions séquentielles, ça suffit à briser la roue de la réactivité. Pourquoi se limiter à ça, tu dirais? Parce qu'appliquer ça une seule fois, sur une seule journée, ça te prouve immédiatement que tu peux reprendre le contrôle de ton attention. Et surtout, ça nous apprend à lâcher prise sur la perfection. Ouais, la journée parfaite, c'est encore une forme de distraction en fait. Absolument. La méthode marche à partir du moment où tu as réussi à libérer du temps pour ce qui compte pour toi. L'imperfection est la norme. Seule l'intentionnalité compte vraiment. Si on rassemble toutes les pièces, le constat est super clair. On a les outils pour filtrer le bruit, on peut court-circuiter nos addictions numériques et on peut analyser nos journées sans culpabiliser. Il ne reste plus qu'à choisir la musique qu'on veut jouer avec ce temps reconquis. C'est exactement ça. Si l'attente du moment idéal est une illusion, l'urgence, c'est de redéfinir ses propres paramètres. Se demander ce qui permet de s'extraire de la survie quotidienne pour se sentir profondément vivant, aujourd'hui même. Parce que c'est l'unique indicateur qui mérite de guider nos choix. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.